Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 25 juin 2021 et hier c'est la hausse qui a dominé en Europe suite notamment aux données économiques optimistes mais également aux commentaires dovish du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Bailey, et l'indice allemand IFO du climat des affaires qui a bondi à 101,8, un niveau jamais atteint depuis novembre 2018. Alors nous avons parlé de la BOE, la Banque d'Angleterre, qui a laissé sa politique monétaire inchangée et qui a affirmé que la récente flambée des prix à la consommation devrait être temporaire. Elle a également rassuré les investisseurs sur son soutien à l'économie. Alors ça a été une véritable surprise parce que les investisseurs s'attendaient à de légers changements dans la rhétorique concernant la politique monétaire actuelle, comme ça a été le cas avec la Réserve fédérale américaine ou la BOC, la Banque du Canada. Mais ça n'a pas été le cas et le programme d'assouplissement quantitatif n'est pas réduit pour le moment et ça a donc entraîné un affaiblissement significatif de la livre. Alors hier nous avons eu un DAX qui a gagné 0,86%, le CAC 40 1,20%, le FTSE 0,51%. À Wall Street, c'est la hausse qui a dominé également. Le S&P 500 a progressé de 0,58%, le Dow Jones de 0,95%, le Russell 2000 a gagné 1,23%, le Nasdaq a progressé de 0,69%. Et donc nouveau record historique pour le S&P 500 et le Nasdaq, après notamment que le président américain Joe Biden a déclaré avoir conclu un accord sur les infrastructures à hauteur de 1200 milliards de dollars avec un groupe bipartisan de sénateurs. On a pris connaissance également dans l'après-midi des demandes hebdomadaires d'allocation chômage qui sont ressorties à 411 000 contre 418 000 la semaine dernière, un chiffre révisé à la hausse. Les analystes s'attendaient à une baisse à 380 000 très exactement. Et donc les Américains visiblement ne cherchent toujours pas de travail et préfèrent recevoir les allocations, l'aide du gouvernement. Bon, ça pourrait changer avec le retrait de l'aide à la pandémie, mais on est encore loin avant que le marché du travail ne se stabilise, ne revienne à la normale. Et je vous rappelle que c'est quelque chose qui est utilisé par la Réserve fédérale américaine pour maintenir son QE. Entre-temps, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a fait remarquer que l'inflation aux États-Unis devrait reculer d'ici la fin de l'année par rapport à son niveau élevé actuel, à mesure que les goulets d'étranglement de l'offre se résorbent. Il y a également, on a écouté également des discours de Williams, Harker et Barkin. Alors visiblement, la Fed ne veut toujours pas annoncer de changement dans sa politique actuelle. Selon Barkin, la hausse actuelle de l'inflation est clairement due à des facteurs temporaires. Il est difficile de savoir ce que l'inflation fera à moyen terme. Et je reviens d'ailleurs sur un commentaire de Simon qui date d'hier ou d'avant-hier qui notait justement ce changement de discours. On sent que les responsables politiques de la Fed n'affirme plus avec autant d'aplomb que l'inflation sera temporaire. On commence à parler d'une incertitude à moyen terme. Et effectivement, c'est un changement de rhétorique et c'est ce qui commence, c'est ce qui a effrayé quelque peu les marchés. Et c'était notamment James Bullard qui avait débuté avec cela en donnant donc ses prévisions concernant un relèvement des taux. Alors effectivement, un changement de rhétorique de la Réserve fédérale américaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on prendra connaissance du corps PCE. L'inflation est toujours dans tous les esprits. Ce sera à 14h30. Ce sont les chiffres mensuels et dépenses des ménages américains qui incluent cet indice des prix corps PCE. C'est le baromètre de l'inflation qui est privilégié par la Fed. Alors, hormis cela, concernant le calendrier économique, donc concernant ces données PCE, on notera que ça ne devrait pas être une surprise. C'est le baromètre qui est utilisé par la Fed pour évaluer sa politique monétaire et ce chiffre, cette statistique devrait passer de 3,1% à 3,4%. Mais on a déjà pris connaissance de l'IPC, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai. Et donc le PCE ne devrait pas être une surprise. Alors c'est la donnée principale. On a déjà pris connaissance de l'enquête allemande GfK. Alors je passe au calendrier. Tôt ce matin, GfK donc pour le mois de juillet ressorti super aux attentes à un moins 0,3,
alors qu'on s'attendait à -4,3. Donc ça montre que le moral des consommateurs augmente plus que prévu. C'est le plus haut niveau depuis août 2020 pour ce confiance des consommateurs GFK. Alors, mis à part cela, on prendra connaissance principalement pardon, de discours de membres de la Réserve fédérale américaine. Donc ce sont les principaux rendez-vous de cette dernière séance de la semaine, notamment le PCE Core qui ne devrait pas surprendre après la publication de l'IPC et des discours de banquiers centraux. On notera également le sentiment de l'Université du Michigan. On passe sans plus tarder sur les indices boursiers, une séance qui commence en repli. En Europe, un DAX à 15 573. Très rapidement, ici, le Nikkei. Donc un Nikkei qui devra donc concrètement se hisser au-dessus des 29 415. Toujours rien, malgré cette sortie par le haut. Encore une fois, je vous rappelle qu'on a déjà eu une première fausse sortie. Alors la question est de savoir, voilà, je vais peut-être ajuster quelque peu. Donc ici, plus largement, 29 415 points, ça serait un signal haussier. Le DAX, lui, se replie légèrement à l'ouverture et s'éloigne des 15 600 points. En données intraday, vous voyez, nous sommes allés réintégrer ici notre range. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a actuellement une tentative de franchissement du nuage par le twist. La Chikou-Span, on la voit ici, a refusé d'intégrer le nuage. Donc on est en repli. Peut-être en direction des 15 530 environ ici, ce niveau de SSB avant de repartir à la hausse. C'est le moment où la Chikou rencontrera des obstacles. Donc ici, aujourd'hui, ça devrait se décanter sur le DAX. On devrait soit franchir la borne supérieure, aller chercher les 15 700 pour aller après 100 points plus haut à 15 800, soit on devrait en sortir par le bas. Dans ce cas-là, c'est direction notre Kijun en palier à 15 450 environ, avant d'aller chercher le précédent creux. Donc aujourd'hui, la situation devrait se décanter pour le DAX. On a eu une fausse sortie par le bas ici avant de réintégrer. Le Nasdaq, nouveau record historique. On est sur des sommets, hein, vous voyez. La prochaine cible en journalier est à 15 566 points. C'est le retracement externe de Fibonacci à 127,2% en prenant en compte cette hausse dans le sens de la tendance de fond. En données intraday, on a atteint l'objectif E, nous l'avions abordé hier, la projection à 14 377 points. Le prochain objectif, on l'a donné en journalier, hein, c'est 127,2%. Retracement externe de Fibo. En données H1, vous voyez, hein, 161,8% ici. En intraday, c'est l'objectif que l'on a atteint et on est en train de marquer une pause en dessous. S&P 500, pareil, belle progression hier, léger repli. On a une résistance à 4263, il faudra se hisser au-dessus pour espérer une poursuite de la hausse en direction des 4295, plus largement le seuil psychologique des 4300 points. Ici, c'est l'objectif en cas de franchissement des 4265 points, un objectif qui nous est donné en H4. Sur le Dow Jones, sorti par le haut du nuage ici, le Dow Jones qui pourrait confirmer sa hausse, vous voyez, la Chikou-Span le valide. Elle n'a plus d'obstacle devant elle, elle a franchi son dernier obstacle, c'était la Kijun. On attend tout de même de voir comment va réagir cette bougie, est-ce qu'elle va en pullback sur le nuage ou bien est-ce qu'elle va carrément le réintégrer. Vous voyez ici en H4, on a traversé le nuage, on a une certaine amplitude, prochaine résistance 34 465 points. Donc un scénario haussier qui est en train de se confirmer ici sur le Dow Jones. Alors il est tout de même important de marquer, de chercher sa projection de soda parce que on remarque qu'on a déjà franchi la résistance, on pourrait y revenir. Donc on peut s'attendre à un pullback ici avant de repartir à la hausse. C'est la projection V qui est aux alentours des 34 090 environ. Donc un repli qui pourrait, si ce niveau ne cède pas, servir d'appui pour aller chercher les 34 465 points. Donc voilà comment raisonner lorsqu'une projection de soda a été surpassée de la sorte et qu'on a encore une certaine amplitude à la hausse. Cette amplitude nous est donnée par la Chikou-Span qui a encore de l'espace, 0,70% de hausse possible avant d'atteindre le nuage, son prochain obstacle. Si la Chikou franchit le nuage, là on poursuit encore une fois à la hausse. Mais vous voyez la belle remontée ici hein, du Dow Jones après après ce pattern de chandelier japonais que l'on avait noté, pattern de retournement. Le Dow Jones en données H1 ne nous rapporte rien de supplémentaire. On noterait ici le Russell 2000 hein,
qui a bien progressé depuis le signal que l'on avait guetté ici, hein, c'était le franchissement du nuage par un twist. Et donc, belle progression, un signal validé. Il faut se hisser au-dessus des 2341 points pour espérer une poursuite de la hausse. On notera une similitude, hein, tout de même avec le Dow Jones en données H4. Vous voyez la similitude de formation des cours avec ce pattern de retournement, traversé de nuages par une faiblesse et on continue. Alors le Bitcoin, on ne bouge pas trop le Bitcoin, hein, on ne parvient pas à se hisser au-dessus de la Kijun, on ne va pas casser les 30 000 dollars, on est dans un range, tant qu'on est dans ce range, on ne fait absolument rien. Voilà le range. Donc une fourchette de négociation relativement étroite. Il faut attendre une sortie de ce range par en haut, par en bas, avant d'évaluer les prochaines perspectives. Si on casse les 30 000, nous l'avons dit, direction 20 000, voire 19 000 dollars. Si on sort par le haut en franchissant la moyenne mobile 50, on a une grosse zone de résistance ici entre 44 500 dollars et 46 800 dollars. Si on franchit cette grosse zone de résistance, là, effectivement, on peut s'attendre à une belle percée haussière pour aller se rapprocher des 60 000 dollars. Pour le moment, rien à faire sur le Bitcoin. On passe sur l'or, et d'ailleurs, ça va me permettre de réagir à un commentaire de Lucas par rapport à ce parallèle que j'avais fait sur l'or. Alors Lucas qui note effectivement que ça devient de plus intéressant, ce parallèle entre 2012-2013 il me semble, et la configuration actuelle. Lucas pousse encore plus loin l'analyse en faisant un parallèle sur le comportement des moyennes mobiles. Alors, il voudrait savoir, est-ce que cela laisse présager un repli considérable du gold? Parce qu'après cette période, vous voyez ici le gold en données mensuelles, on a eu un repli considérable, et comme l'a souligné Lucas, le gold a perdu plus de 30%, hein, pour aller marquer un creux aux alentours des 1000 dollars l'once, 1050 environ, avant de construire une nouvelle tendance haussière. Alors écoutez Lucas, pour le moment, tant que la politique monétaire est maintenue, l'or devrait poursuivre. Après, effectivement, on pourra assister à un tel scénario à partir du moment où on va commencer à resserrer la politique monétaire. Le signal, d'un point de vue technique, ce qu'il faut noter tout d'abord ici, sur la configuration, donc pour vraiment détailler la question de Lucas, qui est très intéressant, parce qu'effectivement, on fait très souvent des parallèles avec les historiques, et là, c'était un beau parallèle. Vous voyez ici, Lucas, nous avons une trendline haussière qui vient relier les différents creux. Ici, le signal nous a été donné lorsque nous avons cassé cette oblique haussière, cette trendline. On raisonne d'un point de vue purement technique, hein, à présent. Donc vous voyez, cette cassure a été le signal baissier, malgré une reprise haussière qui n'était qu'un pullback ici sur l'oblique, que je vais mettre en très plein pour une meilleure visibilité. Même topo ici, nous avons notre oblique, mais voyez, nous ne l'avons toujours pas cassé. Voilà, parce qu'il faut qu'elle attrape ce point bas ici. Donc cette oblique-là est garante de la hausse, si je puis dire. À partir du moment où on casse cette oblique, s'il y a cassure de cette oblique, ici par exemple, ce serait un signal, et dans ce cas-là, on pourrait éventuellement se replier jusqu'à le retracement de 50 de Fibo, peut-être repartir à la hausse dans un pullback si on venait à répliquer le précédent scénario, avant de se replier plus considérablement. Pour le moment, il n'y a pas eu de signal, donc d'un point de vue technique, la tendance haussière est toujours d'actualité. Donc vous avez très bien fait, Lucas, de nous parler de ce parallèle. La configuration est similaire, mais il nous manque un petit quelque chose, et ce petit quelque chose, c'est le signal technique. Le signal technique qui nous serait donné d'un point de vue chartisme en cas de cassure de l'oblique haussière, comme ici, donc une cassure à ce niveau-là. D'un point de vue Ishimoku, c'est autre chose, c'est le franchissement de la Kijun. Ici, on l'a eu à ce niveau-là, le franchissement de la Kijun, le signal baissier Ishimoku, avec pour objectif le nuage. Et donc, ce serait ici, d'un point de vue Ishimoku, une cassure de la Kijun qui nous donnerait notre signal. Donc voilà la vision technique sur le gold, ce qu'il nous faudrait, que ce soit d'un point de vue chartisme, sur du long terme, avec ce raisonnement
de scénario de 2012-2013. Donc d'un point de vue chartisme, cassure d'oblique haussière. D'un point de vue Ishimoku, cassure de Kijun qui viendrait confirmer le signal chartiste. Donc voilà pour cette question que je développe. Je pense que c'est beaucoup mieux de l'expliquer à l'oral plutôt qu'à l'écrit. D'un point de vue intraday, vous voyez, ça tient toujours, hein, et pour en revenir à cette question de Lucas, même d'un point de vue hebdo, on reste dans le nuage. Il n'y a pas de signal de vente d'un point de vue hebdomadaire, signal de vente qui serait donné en cas de sortie par le bas du nuage, mais également d'un point de vue chartisme, cassure de cette oblique haussière. Et le signal Ishimoku devra être validé par la Chikou qui devra franchir le nuage. Donc je pense que ce n'est qu'un passage sous les 1660 qui permettrait de donner un réel signal. Dans ce cas-là, effectivement, on pourrait se replier considérablement. En tout cas, c'est un gros support aux alentours des 1690. Gardez-le en tête. Même au-dessus des 1690, on le voit en journalier, il n'y a pas de signal de vente. En journalier, il y aura une première alerte si on venait à casser les 1690. Dans ce cas-là, on peut aller chercher les 1590 $. Et si on casse les 1590, effectivement, on va beaucoup plus bas. Donc il faut vraiment avoir une vision sur le gold long terme, commencer en mensuel. Vous voyez, hein, on retrouve les 1670 à ce niveau. Et ici, c'est plus 1690. Donc il y a un parallèle. Donc on peut dire que ce retracement représente la Kijun mensuelle aux alentours de 1690, 1670. Et donc on retrouve, hein, ici ce niveau dans tous les cas. Donc une cassure de ce niveau nous ramènerait grosso modo aux alentours, comme on l'a dit ici, des 1590 $, un niveau que l'on retrouve en hebdo. Donc faites un parallèle pour avoir un raisonnement de long terme et avoir les différents niveaux sur le gold. Pour l'heure, on notera que le gold tente de réintégrer son nuage. La Chico a encore de gros obstacles, hein, et la moyenne mobile 50 en est un. C'est un obstacle, voyez-le. La Chico rebondit dessus à ce niveau-là. Et là, elle refuse encore une fois de la traverser. Donc on est bien loin d'avoir un signal de vente Ishimoku en journalier. On est bien loin d'avoir un signal de vente de long terme. Donc ce franchissement éventuellement pour aller chercher les prochains niveaux. Le silver, un silver qui s'attaque à une belle résistance, les 26,20 $ environ, ce qui permettrait une réintégration du nuage. C'est un scénario probable, ça pourrait être intéressant à trader, même s'il ne faut pas trader dans le nuage. Mais pourquoi ça pourrait être intéressant? Parce que vous voyez, la Chikou aurait une certaine marge de manœuvre, près de 4,20% de hausse possible, tradable à l'intérieur du nuage. C'est une règle normalement de ne pas trader dans le nuage, parce que par définition, les prix sont à l'équilibre. Mais vous voyez, lorsque l'on comprend les mécanismes, lorsque on maîtrise Ishimoku, on peut se permettre de le faire. Ici, en intraday, en journalier, pardon, on voit qu'il y a du potentiel à la hausse si on parvient à franchir les 50% qui correspondent au palier de SSB. En données H4 à présent, pareil, hein, on serait à l'intérieur du nuage, mais on voit que l'on aura tout de même certaines marges de manœuvre jusqu'à la Kijun. Si la Kijun est franchie, on a encore plus de marge de manœuvre ici pour la Chikuspan qui pourra accompagner les cours dans leur sortie du nuage par le haut et permettre une reprise haussière. Donc on garde tout de même un œil sur le silver, le pétrole qui reste scotché sur ses sommets. Le pétrole, nous allons le développer la semaine prochaine avec les nouvelles perspectives. On n'oublie pas, il faut attendre un repli en direction du nuage afin de prendre place sur ce marché qui est dans une tendance haussière forte et régulière. Pareil, hein, pour le Brent qui est au port des 75 $ le baril. Le café peut être un prochain signal, il faut franchir les 61,8%. Souvenez-vous, la dernière fois, c'était une fausse cassure à 154 cents environ. Ensuite, il y aura les 50% qui représentent encore la SSB. Hein, vous voyez, c'est très fréquent ici qu'un retracement de Fibonacci à 50% représente la SSB. Et ce serait la prochaine cible si on parvenait à donner un signal d'achat ici, signal chartiste sorti par le haut du drapeau. Ce serait un signal haussier. Hein. Ici, vous voyez, on a une belle tendance haussière, drapeau. On en sort par le haut et on poursuit la tendance haussière. C'est du classique, mais il faudra encore qu'il ait un signal qui serait quasi sûr en cas de traversée du nuage. Mais le café devient très très intéressant à l'heure actuelle. Hein. C'est vraiment la configuration classique des drapeaux. Hein. Pour matérialiser tout cela, on va le voir. Tendance haussière, vous voyez, ici. C'est ce que l'on retrouve, hein, concrètement dans les bouquins. On a notre zone de drapeau.
on se replie dans le drapeau et ensuite, lorsqu'on en sort, c'est pour reprendre la tendance haussière. Des drapeaux qui, très souvent, se forment en milieu de tendance. C'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement avoir la même distance à parcourir éventuellement. Alors, ce n'est que de la théorie, mais c'est bon à savoir. Donc voilà pour ce scénario technique sur le café. Il faudrait qu'on aborde également les fondamentaux, hein. Je n'ai pas eu le temps cette semaine de publier la vidéo matières premières et fondamentaux. Je suis assez pris, hein. Je suis désolé pour, euh, pour cette fois-ci de ne pas avoir pu la publier, mais ce sera chose faite la semaine prochaine. On passe à présent sur le marché des changes. Alors, vous voyez ici un biais vert qui marque une pause, ce qui permet à l'euro-dollar de tenter de retrouver des couleurs, hein. On est en train de se stabiliser pour avoir plus de volatilité cet après-midi. Vous voyez, en donné intraday, on a un gros support, hein, donc on pourrait redémarrer très prochainement sur le biais vert. Et cela n'arrangera pas l'euro-dollar qui peine à franchir ici les 1,1950, retracement à 38,2. Donc peut-être du coup une reprise baissière pour l'euro-dollar qui est sous une importante résistance renforcée par le nuage. Cette résistance, c'est cette oblique baissière, hein, qui a déjà été franchie, mais prudence, hein, sur l'euro-dollar qui pourrait reprendre sa baisse. On le voit également ici en données H4, c'est la symétrie inverse du biais vert. Vous voyez l'euro-dollar sous résistance, le nuage journalier, quand le biais vert est sous support, le nuage H4, pardon, c'est du H4 pour les deux. Donc attention ici, on pourrait assister à une reprise haussière du biais vert et à un repli de l'euro-dollar. GBP-USD, c'est beau et c'est de plus en plus beau. Avec cette formation de double top en cours, effectivement, échec à l'intégration du nuage, repli du câble du GBP-USD. Il faudrait passer sous les 1,39 à présent pour renforcer les perspectives baissières. On a noté le double top. Nous avons noté également la similitude ici de ce rebond, hein. Après la formation du premier top, on a eu un rebond, ensuite un repli nous a envoyé vers ce que l'on appelle actuellement la ligne de coup, à 1,3685. C'est la même chose, formation du second top, repli, tentative de rebond, avorté, on repart à la baisse. Et donc si on passe sous les récents creux, c'est direction la ligne de coup. Et si on casse la ligne de coup, dans ce cas-là, l'objectif théorique est très intéressant sur le GBP-USD. L'USD-Yen, alors on a eu un signal, est-ce que ça va être une fausse cassure encore une fois? Mieux vaut attendre le passage au-dessus des 110,95 afin d'envisager de nouvelles perspectives haussières ici pour l'USD-Yen. On notera, rien n'a signalé ici, le repli considérable du GBP NZD en pullback sur cette oblique baissière, hein, encore une fois. Donc un repli assez prononcé, on a cassé les 1,96,98, direction les 1,95,85 à présent la prochaine zone de support. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Good Morning Market un peu plus long que d'habitude, hein, mais c'est toujours un plaisir de détailler et de répondre à vos questions en direct, hein. Donc des fois, je ne réponds pas en commentaire et je me permets donc de développer les réponses ici en Good Morning Market pour que cela profite à tous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une très bonne fin de semaine et par la même occasion, un excellent week-end. À lundi. Au revoir.